Bonjour tout le monde. Donc on va commencer cette table ronde dans quelques secondes. Donc place aux artistes, on est au meilleur. On aurait dû commencer par ça, ils sont au cœur de tout le cinéma, de toute la tech et de tout. Donc je suis ravi d'accueillir alors déjà Bertrand Bonello, Axel Roper, Thomas Coipel et Thomas Bidguin. Je laisse la place à Thomas Bidguin et moi je m'éclipse. Place aux artistes. Merci, merci David. Toi aussi tu en es un, donc merci. C'est un plaisir d'être introduit par toi, comme on dit. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, il y a beaucoup de fantasmes sur l'IA, mais on s'aperçoit en regardant le procès hier qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes sur les réalisateurs et sur les réalisateurs français. Et donc, moi, j'avais l'impression que c'était important qu'on puisse avoir un débat là-dessus, de parler un peu d'abord des usages, de nos usages de l'IA, et puis de la façon dont on voit l'hybridation du cinéma, parce que c'est vers ça qu'on avance. Et je pensais que c'était important d'en parler avec des réalisateurs de renom. Alors voilà, Bertrand Bonello, Axel Roper et Thomas Coipel qui s'occupent du groupe IA à l'intérieur de la SRF, la Société des réalisateurs de films. Donc Thomas, peut-être on peut commencer avec toi et savoir un peu justement à l'intérieur de la Société des réalisateurs de films, c'est quoi vos réflexions sur l'IA? Voilà. Merci de l'invitation, merci de la question. On dit Thomas Coipel, mais c'est pas grave. Coipel. Prendre le S, j'en profite pour corriger. Donc effectivement, je fais partie du groupe de travail sur l'IA au sein de la SRF, groupe de travail qui s'est monté il y a 1 ou 2 ans. On a commencé par faire un sondage des membres de la SRF pour un peu voir comment les gens se positionnaient dans la société des cinéastes sur l'IA. En fait, c'était très mitigé. Il y avait à la fois des gens qui avaient beaucoup peur de l'IA, des craintes de remplacement, des craintes d'automatisation et d'affaiblissement de la création. Et il y avait aussi quelques enthousiastes, on va dire, qui étaient en mode mais c'est de nouveaux outils, nouvelles possibilités, etc. Et donc depuis, on essaye de trouver un chemin de crête pour trouver une position commune. Et donc le groupe de travail de l'IA surtout fait de la veille et finalement on liste les arguments pour, contre sur chacune des thématiques qu'on a évoquées ce matin, droit d'auteur, transparence des datasets, gouvernance, etc. Pour que finalement le CA de la SRF puisse se positionner sur chacun de ces points, puisque c'est des dossiers assez complexes. Donc notre travail, c'est à la fois de faire de la veille et de la vulgarisation, pour que ensuite les membres du CA puissent débattre sereinement et éventuellement trouver une position commune qui représenterait tous les membres de la SRF. Position qui n'est pas publique encore. C'est une affaire de jours, je pense, puisque ça a été débattu au dernier CA justement. Et il y a encore des points à régler. Donc je ne vais pas vous la donner parce que je suis pas sociétaire j'ai pas le mandat pour le faire. Mais en tout cas, on est en chemin pour avoir une position qui soit ni technophobe et surtout en protection des auteurs et de leurs droits. Et toi, dans ta pratique, donc toi, tu fais des courts-métrages essentiellement, et du coup, tu as une pratique tu travailles avec l'IA. Oui, totalement. Moi, j'ai vu ces technologies arriver il y a 2-3 ans et je m'y suis un peu jeté à corps perdu, alors qu'avant, je faisais plutôt du cinéma expérimental, mais avec une caméra classique, on va dire. Ce que j'ai trouvé fascinant, en fait, c'est plutôt l'inverse de ce qui a été raconté jusqu'à présent, c'est-à-dire l'hallucination, les défauts de l'IA. J'y voyais une esthétique à part entière qui était intéressante d'explorer. Alors, pas sur tous les sujets, parce que ça crée une vallée de l'étrange de voir des humains représentés par une IA. Et je me suis dit, sur les thématiques de la mémoire, de l'identité, de l'interprétation de la réalité, tout ça, un peu des thèmes de science-fiction à la Philippe K. Dick, on va dire. C'était intéressant d'utiliser l'IA, d'explorer ce que cette forme pouvait dire de ces thèmes-là. Et malheureusement pour moi, plus on avance, et ça va très vite, plus les modèles deviennent photoréalistes, et moins ça m'intéresse plastiquement en tant que, on va dire, expérimentateur. Et donc j'en arrive un peu à un paradoxe, c'est que j'ai fait partie des early adopters de cette technologie, et maintenant, dans cette dernière version, elle m'intéresse moins. J'en suis presque à me dire, comme un artiste qui utiliserait la VHS ou le Super 8, je vais utiliser des vieux modèles où je vais dégrader l'IA. Je vous donne un exemple rapide et après je conclurai là-dessus.
Je fais un documentaire avec ma compagne qui souffre d'endométriose et de douleurs chroniques. On veut représenter les hallucinations que provoque la douleur, notamment par l'IA. Et elle me dit ce qu'elle voit et j'essaye de générer des images. Et en fait, on s'est aperçu ensemble que moins on demandait à l'IA de travailler longtemps, et plus ça donnait des résultats intéressants parce que un peu brumeux dans l'impressionnisme en fait, et moins on allait vers le cliché de la femme en silhouette parfaite, du figuratif stéréotypé. Et on s'est dit en fait l'IA pour être créative, il faut lui en demander moins. Et c'est assez contre-intuitif en fait. Si on le laisse aller jusqu'au bout, elle va jusqu'au cliché. Et il faut trouver un peu des manières de détourner l'outil pour en faire quelque chose d'intéressant plastiquement. En tout cas pour ma part, c'est très singulier comme regard, mais voilà. Ouais, mais c'est super. Et Axel, toi, est-ce que tu as un usage de l'IA dans la réalisation de tes films ou la rédaction? Alors, je profite de ma présence sur scène pour m'inscrire dans la lignée de ce qu'a dit Julie Gaillet hier à l'ouverture de la cérémonie. Je suis très contente parce que l'Assemblée est plus que paritaire. Et j'incite les femmes à rejoindre le champ du questionnement public sur l'IA. Voilà, il faut pas laisser la parole juste aux geeks. Moi, j'adore les geeks, mais c'est quand même très masculin. Donc, femmes, rejoignez-nous, y compris si vous ne pratiquez pas du tout l'IA dans votre métier. Voilà, ce qui est un peu mon cas. Voilà, non, il n'y a pas. Donc, alors moi, j'ai une voix un peu discordante et un peu la casse-pied de service parce que moi, moi, j'ai une énorme réticence sur l'IA. Alors pour des raisons de droit d'auteur, voilà, ça a été très bien établi tout à l'heure, sur sur la suppression, voilà, des métiers, des compétences et de la main d'œuvre. Moi, par exemple, j'adore travailler avec des monteurs, avec des ingé sons, avec des monteurs son, etc. Je trouve que l'expérience humaine est irremplaçable, pas uniquement sur un plan symbolique, mais en termes de création, et que je n'ai pas du tout envie que mes films soient montés ou même partiellement montés par de l'IA ou sonorisés par de l'IA. Voilà. Alors à titre personnel, moi je suis sans doute la cible la plus réticente à l'IA parce que je ne fais que du cinéma de prise de vue réelle, que des films très réalistes, et je ne peux faire. Mes films sont fondés sur les acteurs et les actrices. Voilà, j'aurais pas d'acteurs et d'actrices, je pourrais pas du tout faire de film. Donc je suis vraiment le cas de figure le plus allergique possible à l'IA, c'est-à-dire que moi si j'ai pas d'acteur et d'actrice, je ne fais pas de film, ça m'intéresse pas. Moi il y a que le réalisme essentiellement qui m'intéresse au cinéma, et moi j'aime le réel. Voilà, j'aime le cinéma parce que le cinéma est un art du réel. Donc l'IA qui est complètement loin de ça, ça m'est très très étranger. J'ai quand même par honnêteté intellectuelle essayé quand même j'avoue que ça m'a assez troublée, essayer de tester l'IA là au niveau de l'écriture. Voilà, parce que là je commence à écrire. Donc j'ai échangé avec ChatGPT. Alors j'avoue que j'ai eu un moment de vertige sur la virtuosité, la sophistication, voilà, des réponses. Alors pas tant en termes d'érudition et de masse de données que sur le fait que maintenant, quand on vous répond sur ChatGPT, le robot qui vous répond peut imiter presque une mentalité. Voilà, ça m'a beaucoup troublée. On a eu une discussion sur un personnage et ChatGPT m'a répondu comme s'il était une personnalité féministe. Ça m'a hyper troublée, alors que Google, etc., sont plus neutres. J'ai été très troublée sur la façon maintenant dont l'IA générationnelle arrive à mimer des identités. Et ça m'a même perturbée. Je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, ce robot répond comme s'il pouvait être un de mes amis. Voilà, ça m'a beaucoup perturbée. Juste au moment où j'ai fait une espèce de test, au bout de, je sais pas, de 20 minutes d'entretien avec ChatGPT, je lui ai demandé une question que je pose toujours à mes collaborateurs quand je commence à travailler avec eux. C'est quels sont tes 5 livres préférés et quels sont tes 5 films préférés? Alors, c'est pas du tout un test quand je fais ça avec des vraies personnes, c'est juste pour voir si vous en avez pas si on a des références en commun, mais si on aime tous les deux la littérature et le cinéma, et si on peut parler de choses qu'on aime. Voilà, s'il y a un dialogue qui est possible. Et là, ChatGPT, qui avait été ultra pertinent jusqu'ici, m'a en gros répondu les 5 Palmes d'Or et les 5 Goncourt. Et là, je me suis dit, là, je vois la limite. En fait, sur quelque chose d'aussi humain qui est discuter de nos goûts intimes, ça marche pas du tout, en fait. Il y a quelque chose qui marche pas du tout. Et donc là, le vertige s'est arrêté. Voilà. Je sais pas, peut-être que je passe la parole à... Bertrand, toi, je sais que tu l'utilises. Alors, on oui, travaille je vais ensemble rebondir. sur Oui. parfois. Mais, Alors, je vais rebondir d'abord sur ce que dit Axel, c'est intéressant parce que
jamais Chat va se positionner sur sur une histoire de goût, par exemple. Il n'est pas là pour ça, et c'est un petit peu normal. En revanche, c'est vrai que moi, quand il m'arrive de le questionner sur des choses, comme tout le monde, j'ai essayé de l'utiliser pour rigoler. J'ai refait écris-moi une scène dans lequel machin. Bon, il la sort, il n'y a pas de problème. C'est pas génial. Ça n'a pas grand intérêt. Je veux dire, si on est en train d'écrire peut-être, je sais pas moi, l'épisode 4 de la saison 3 de je ne sais quoi, il peut faire le boulot. Mais sur un long métrage, il manquera toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, de la poésie, de l'accident, ça, il sait pas, etc. En revanche, ce que tu dis est très juste, il est très intéressant dans la discussion. Quand on lui demande pas quelque chose, quand on lui demande pas de se substituer à nous pour quelque chose, mais juste d'enrichir la discussion parce qu'il a des connaissances, et ben là, il est assez surprenant. Je l'ai utilisé, je t'en ai parlé il y a peu de temps, parce que je dois mettre en scène un opéra de Wagner un peu complexe, et j'ai parlé avec lui du livret pendant 1 heure et demie. C'était comme parler avec quelqu'un qui était extrêmement érudit et qui en plus, au fur et à mesure de la conversation, parce qu'il induit ses réponses par rapport à mes centres d'intérêt, devient quasiment un vrai interlocuteur, parce que ça devient vraiment très très précis. Et ça m'a moi-même poussé à réfléchir et à trouver des idées. Ça, c'est vraiment sur l'écriture, auquel moi je ne crois pas encore aujourd'hui, en termes de remplacement. On ne demande pas à Chat de remplacer un scénariste, ni un monteur, etc., etc. Et je reviens sur ce que vous avez dit tous les deux, que je trouve quand même finalement un peu le cœur du débat, hein, c'est la réalité. Tu dis, moi j'aime le réalisme, etc. Toi, tu dis, plus ça s'approche de la réalité, moins ça m'intéresse. Parce qu'en fait, c'est ça l'unique question. Je veux dire, c'est est-ce qu'il va remplacer la réalité ou pas? Peut-être que les progrès technologiques vont nous dire que bientôt oui, mais dans ces cas-là, ça n'a aucun intérêt. Il est intéressant lorsqu'il crée quelque chose que la réalité ne peut pas offrir. Mais je vais prendre je vais revenir à ça, mais un exemple très... Si on va à la Fnac, par exemple, pour acheter une télévision, le vendeur va dire, voilà, celle-ci, là, elle est géniale. Il met un DVD pour qu'on puisse avoir un test, et l'image est atroce. C'est une espèce de truc ultra défini, vraiment horrible, peut-être très bien pour le football ou le JT, mais pas pour le cinéma. Et le vendeur, je vais dire, non, je trouve ça très moche, le vendeur va dire, mais c'est génial, il y a 8000 pixels. Et là, on oppose une conversation qui est de l'esthétique contre de la technologie. Et c'est ça la conversation, je pense qu'il faut, enfin, les questions qu'il faut se poser sur l'IA. C'est l'esthétique contre la technologie. On en a pas grand chose à foutre qui reproduisent un plan réel. Il suffit de le faire. En revanche, s'il peut inventer une image qu'on n'est pas capable de créer, là, il commence vraiment à m'intéresser. Et on a écrit, par exemple, un scénario avec Thomas, qui est un scénario fait en prise de vue réelle, à l'intérieur duquel il y a des flashbacks en Pologne pendant la guerre. Et on cherchait une idée pour ne pas faire de la reproduction de ces images-là. Et donc, à un moment, je suis tombé sur un court-métrage fait par un Italien en IA, que j'ai montré à Thomas. Et tout d'un coup, il y avait une espèce de distorsion de l'image, un truc infaisable, que moi je ne sais pas faire, ni en prise de vue, ni en animation, ni en rien. Donc dans ces cas-là, on se dit, mais c'est formidable parce qu'on a un outil en plus. Parce que c'est avant tout un outil. Et un outil, tout dépend de ce qu'on en fait. On peut en faire... J'ai pris un petit cours dans un laboratoire qui s'appelle Micros sur l'IA, parce que comme je vais un peu les utiliser, mais pour des endroits, en effet, comme disait Thomas, très hybrides, très ciblés, très scénarisés pour ça. Et donc ils m'ont montré des choses, c'était assez passionnant. Il y a deux trucs quand même. Enfin, il y a une chose dont je m'étais pas rendu compte, et peut-être que, comme disait Thomas, cette chose va disparaître. Mais moi, je la trouve encore aujourd'hui très intéressante. C'est la part gigantesque d'aléatoire. Ouais. Et elle est passionnante parce que tout d'un coup, on ne sait pas, on donne des indications, etc. Mais il va produire un truc, on ne sait pas ce que c'est. Donc on va dire non, ça je veux pas, non, ça je veux pas, non, ça j'aime bien, mais ça machin, etc. Et cette part d'aléatoire montre qu'il est quand même encore un peu en recherche de tout. Peut-être qu'elle va disparaître. Peut-être qu'à un moment, on va faire une description, et montrer une photo, il va sortir le truc. Et donc, là, je rejoins avec d'autres mots ce que dit Thomas. Pour l'instant, moi, ça m'intéresse parce que c'est imparfait. Si un jour, ça devient complètement parfait, bon, bah voilà, c'est... ces gens de Micros là, ils m'ont montré des plans. Il y a des producteurs qui ont livré une série à Netflix. Netflix voit la série,
Et ils se disent, bah, c'est super, mais il manque des establishing shots, des plans larges de la ville, etc., etc. Les producteurs n'avaient pas envie de repayer une équipe, etc. Netflix dit, pourquoi vous faites pas en IA? Donc c'est ce laboratoire qui les a fait. Donc ils m'ont montré ces plans, qui pour le coup sont des plans extrêmement réalistes. Bon, d'abord, moi, j'ai trouvé assez moche, mais encore une fois, c'est l'esthétique et la technologie. Moi, cette espèce de truc ultra défini, enfin, j'ai du mal avec ça. Forcément, parce qu'on peut tout faire, il y a des mouvements de caméra infaisables pour montrer que c'est... Voilà, ça. Et là, c'est vrai qu'à cet endroit-là, peut-être que les producteurs ont fait des économies, et tant mieux pour eux, et je comprends. Mais là, ça ne m'intéresse absolument plus du tout. Parce qu'on est vraiment dans un... Il n'y a pas d'invention. C'est de la reproduction, en moins bien quand même, mais il n'y a pas d'invention. Si on veut un décor irréel, tordu, quelque chose, et que l'IA nous permet d'inventer ça, là, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup de réfléchir. Oui, oui, moi je suis assez d'accord avec ça. J'ai l'impression que si c'est juste de la reproduction, tu dis il y a la technologie, la création et le budget. Si c'est juste pour faire les mêmes images moins chères, peut-être c'est bien, hein, et c'est sûrement bien, mais l'intérêt est quand même, enfin pour nous réalisateurs, limité. Et peut-être bien pour les producteurs et encore. Mais je suis assez d'accord sur la façon de réfléchir et j'ai l'impression que si l'IA génère une façon de réfléchir, et c'est ça, sur ses erreurs, sur ses anomalies, c'est pour ça que j'aimais bien le film hier qui s'appelait Anomalie, qui cachait pas qu'il était de l'IA, qui essayait pas de reproduire, mais qui est de quelque chose de réel. Et je trouve que voilà, effectivement, si on est guidé par ça, alors que d'habitude, la façon qu'on a travaillé, c'est qu'on écrit une histoire, et puis ensuite on va aller chercher des comédiens, puis on va produire les images de cette histoire. Si l'idée, c'est de réfléchir différemment, de commencer par les images, et que les images, par leur imperfection, vont guider. Là, c'est déjà un autre cheminement. Mais c'est un autre cheminement créatif. Et ça, je pense que ça devient intéressant parce que là, la part du réalisateur, enfin, c'est comme si le réalisateur prenait vraiment toute son importance. Moi, je crois beaucoup à un truc qui est ce truc qu'on appelle la suspension d'incrédulité. C'est quand vous voyez, je sais pas quoi, une pièce de théâtre, vous allez avoir un type, je sais pas quoi, monter sur une chaise comme ça, et on va croire qu'il est au milieu de la tempête, voilà, parce que le spectateur, à un moment, suspend son incrédulité. Et c'est ça qui fait que, voilà, vous êtes en train de lire, je sais pas quoi, une histoire à vos enfants, et ils vont y croire. Ils vont croire à cette histoire, ils vont avoir peur, ils vont, je sais pas quoi, rire et tout ça, mais ils savent que c'est une histoire, ils savent que ça fait pas peur, que c'est juste des pages, ou que c'est juste un acteur sur scène, ou que c'est juste un film projeté sur un écran. Et ça, j'ai l'impression que c'est un processus qui est très, très humain. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'arrive à suspendre mon incrédulité quand l'histoire est racontée par robot numéro 5 et que les acteurs, c'est robot numéro 12 et 13 et que c'est robot numéro 8 qui a fait le son? Est-ce que j'ai... Voilà, j'ai l'impression que je suis pas certain. J'ai l'impression que j'ai besoin d'un degré d'implication humaine et puis d'une incertitude. Et que l'humain, ce qu'il va apporter, c'est de l'incertitude. J'ai l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus, sur le fait que la perfection, c'est un peu comme ces peintres qui essayent de reproduire des photographies. Il y en a et c'est super, mais je suis pas sûr que ce soit les plus créatifs. Et donc là, il y a quelque chose dans le cheminement, dans la patte humaine, dans l'erreur qui va être intéressant. Et c'est ça qui fait que on peut se lier ou pas à une histoire. Quand on voit, c'est marrant parce que Russian Experiment qui gagne le prix hier, c'est un des films dans les 15 qui nous ont été donnés de voir au jury qui aurait pu être fait absolument en prise de vue réelle. Bon, mais c'est un choix de le faire comme ça. Et c'est aussi le film le plus long. Et donc, c'est peut-être le film sur lequel on peut le mieux s'engager avec avec des personnages. De la même façon, le film qui est raconté par le ciel va tomber sur la terre, le film qui est raconté par un enfant, ça fonctionne parce qu'il y a une voix très humaine, il y a très imparfaite, qui est celle du gamin, et donc ça, c'est un personnage. Et tout de suite, on suit un personnage. J'ai l'impression que c'est l'attachement qu'on peut avoir aux images et qu'on peut avoir aux personnages.
Voilà, il est difficile à recréer. Et puis, quand on écrit des scénarios, on s'aperçoit aussi que souvent, c'est pas la taille qui fait les choses. C'est-à-dire que vous allez avoir des films où avec, je sais pas quoi, Los Angeles qui disparaît sous un tremblement de terre ou des choses comme ça, des énormes trucs avec des centaines de milliers de victimes, machin, et vous vous embêtez un peu. Et puis des films où un mec a oublié son peigne, et là vous dites merde. Il a oublié son peigne. Et ben, donc, c'est pas la taille du truc, c'est l'intérêt et la proximité qu'on peut avoir avec le personnage, c'est-à-dire le point de vue. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est difficile à recréer dans un monde parfait. Effectivement, on est à distance. Et c'est une règle de scénario. Quand tout est possible, plus rien n'a d'intérêt. Moi, je crois que c'est ça beaucoup. Et donc, effectivement, à partir du moment où c'est parfait et on peut faire toutes les images, il faut se créer des contraintes. Et s'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'intérêt, voilà, aux histoires. Il n'y a pas de choix de mise en scène, en fait, si tu peux tout faire. Et finalement, l'IA générative devient un choix parmi d'autres pour représenter, alors peut-être plus une réalité subjective, comme dans ton exemple avec ces souvenirs que tu voulais recréer, mais pas en les reconstituer. Moi, je repense à un film incroyable de Richard Linklater, qui est quand même un grand cinéaste de la captation du réel, mais qui a aussi fait des expérimentations, notamment Scanner Darkly en rotoscopie. Et là, on avait les imperfections du dessin à la main, par ordinateur, mais quand même à la main, sur des performances d'acteurs. Et peut-être qu'on pourrait voir un film qui touche aux mêmes thématiques, mais plutôt que d'utiliser la rotoscopie, d'utiliser l'IA comme une sorte d'esthétique qui vient en surimpression de la performance d'acteur. Et je pense que les choix esthétiques et les choix de grammaire cinématographique intéressants vont être du côté de l'hybridation et pas je confie et j'automatise tous les choix à la machine. Je pense que c'est vraiment dans je mélange. On dit faut pas l'utiliser sortie du tube, quoi. L'IA sortie du tube, c'est du rouge, c'est nul. Mais mélanger à d'autres couleurs, ça peut devenir intéressant. Mais moi, je crois que plus profondément, en termes de création d'images, et c'est vraiment pas pour prêcher pour les êtres humains ou par humanisme un peu cucu, mais que quand même, au cinéma, les images sont profondément troublantes quand elles sont arrimées à une sensibilité ou une expérience de vie. Voilà, j'ai fait une expérience récemment, par exemple, comme je travaille sur un scénario qui a un rapport avec l'angoisse, j'ai demandé à ChatGPT, donne-moi des images d'angoisse. Voilà. Et donc ChatGPT m'a fourni des images très convaincantes d'angoisse, je sais pas, des labyrinthes, des pelotes, des trous, des vertiges, des planètes en fusion, mais vraiment très convaincantes et sophistiquées, hein, pas du tout ringardes ou primitives. Il n'empêche que ces images, je les recevais alors avec une certaine admiration technique, mais ça ne produisait absolument rien en moi. Rien ne se propageait entre ces images et moi. Et donc j'ai réfléchi en me disant quels sont dans les films que j'ai vus depuis toute petite où tout d'un coup il y avait des images d'angoisse que je ne comprenais pas forcément, mais qui produisaient quelque chose en moi. Et je repensais par exemple à un film que j'ai vu enfant qui m'a énormément marqué, qui est Le Locataire de Polanski. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où c'est Polanski qui joue le rôle au titre, et Polanski est enfermé dans un appartement et il est tout le temps devant sa fenêtre et il se passe des choses dans sa fenêtre. Voilà, il y a un ballon rouge à un moment qui rebondit, il se passe des choses bizarres dans la cour, il y a une voisine qui vient sonner, des choses très simples. Moi, je n'y comprenais rien, mais ça me mettait dans un état d'angoisse absolue, cette image de l'homme devant sa fenêtre et qui regarde ce qui se passe. J'ai compris il y a 2 jours pourquoi cette image était aussi forte et aussi puissante en lisant un papier sur Polanski qui rappelait que Polanski, enfant, a été enfermé donc dans le ghetto de Cracovie et devant ses yeux a vu la construction du mur qui séparait désormais l'appartement familial du reste de la ville. Voilà, devant l'appartement s'est construit le mur qui tout d'un coup délimitait les juifs des non-juifs, les vivants des futurs morts. Et cet enfant, Polanski avait, je sais pas, 7-8 ans, il a vu jour après jour ce mur se construire à l'extérieur de son appartement. Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi cette image du locataire, de l'homme qui attend devant sa fenêtre qu'il se passe quelque chose, était si impressionnante et si contagieuse. C'est qu'elle était riche aussi d'une expérience de vie très forte et énigmatique. Voilà, et qu'il y avait quelque chose quand même à déchiffrer dans cette image qui est de l'ordre de l'expérience de vie et de comment l'expérience de vie se formule de façon plastique. Et ça, par exemple, l'IA, je pense, en termes de troubles intérieurs ou existentiels, ne pourra jamais y arriver parce que tout simplement, l'IA, c'est pas une personne, il n'y a pas une historique, il n'y a pas un trauma, il n'y a pas une subjectivité. Et que je ne sais pas si on pourrait être hanté de façon aussi longue, aussi profonde et aussi riche
par les images que peut produire l'IA, aussi sophistiquées soient-elles, de façon si profonde que celle générée par le cinéma classique. Oui, mais parce Voilà. qu'encore, tu demandes à l'IA des images d'angoisse. Donc tu es en train d'interroger une machine sur son rapport à l'angoisse. Là où je pense qu'il peut être utile, c'est que si tu ne connais pas les tiennes, et qu'au travers d'une conversation, il t'amène à tes images d'angoisse. C'est pour ça que il peut offrir des conversations beaucoup plus que des réponses. Voilà. Et puis, ChatGPT trouble en ce moment la frontière entre IA générative de texte et IA générative d'image. Mais pendant longtemps, pour générer une image avec une IA, il fallait être extrêmement précis dans sa description. Tu ne pouvais pas juste dire une image d'une angoisse. Il fallait dire un gros plan d'un homme devant une fenêtre avec un truc rouge qui passe. Et du coup, c'était plutôt dans les accidents, justement, de ce que tu voulais déjà de manière très précise, mais que tu allais pouvoir trouver quelque chose de nouveau. Là, il y a un peu le fantasme, finalement, de dire « je veux ça », et l'IA te sortirait le scénario, l'image, etc. Mais finalement, c'est à nous, si on veut utiliser cet outil, hein, de forcer, d'aller dans un coin, vraiment reculer de la machine pour lui tirer des choses qui sont à la fois très personnelles et en même temps un peu inattendues, qui viendraient comme ça en écho. Ouais, oui, j'ai l'impression que c'est une machine à brasser du lieu commun si on l'utilise uniquement comme un outil. Et donc, effectivement, c'est pas intéressant quand on fait du cinéma. Quand on fait le cinéma, on fait des prototypes. Et donc, on va chercher des choses qui sont effectivement très spécifiques, très liées très personnelles, comme ce mur de Polanski ou tes angoisses d'enfant. Donc, on doit aller chercher ces choses très personnelles. Ça a une autre fonction, j'ai l'impression, l'IA est effectivement comme un réservoir de lieux communs. On en parlait, il y avait une exposition de photos, c'est Bennett Miller, qui est un réalisateur qui avait fait Foxcatcher, qui est un réalisateur américain, a fait des photos à partir d'IA, comme des photos du début de la photographie. Il posait des questions et puis il en a fait des grands tirages argentiques, carrés, noirs et blancs. Et on dirait effectivement des photos du début du siècle, qui sont très belles, vraiment. Des enfants, un personnage, un militaire jeune, comme si c'était l'Union soviétique, mais vraiment celle des années 20. On voit, je sais pas quoi, des personnages comme s'ils étaient au cirque. Il y a du flou, il y a des choses comme ça. Et en fait, il utilise ça comme si c'était une mémoire collective. Comme si c'était la mémoire collective qu'on a. C'était quoi la photo au début? C'était quoi les années 1905? Et en l'utilisant comme ça, effectivement, moi, c'était la première fois que j'avais ce sentiment-là que l'IA, que je voyais comme un réservoir de lieux communs, c'est aussi un réservoir de mémoire collective. Et ça peut être intéressant. Mais ça peut être intéressant si on essaye de reproduire quelque chose. Si on essaye de produire quelque chose, c'est-à-dire de créer, il faut effectivement la nourrir vraiment de sa personnalité. C'est David qui m'a appris ça. Il m'a dit, si tu lui dis, voilà, écris-moi une scène, bon, il va le faire. Il va le faire pas très bien, moins bien qu'un co-scénariste. Par contre, si tu lui dis, oh, je suis fatigué ce matin, moi j'ai toujours eu peur des accidents de voiture et je sais pas quoi, et ma mère me saoule, ça fait 4 fois qu'elle m'appelle aujourd'hui. Si la conversation commence comme ça, déjà, il va commencer à produire des réponses qui vont être un petit peu plus surprenantes, en tout cas. Et rapidement, mais dans l'idéation de ce processus vraiment en amont, ce que je trouve intéressant, c'est s'interroger sur pourquoi ça nous frustre les réponses que nous donne l'IA. Et parfois, c'est justement en analysant pourquoi ça ne nous convient pas, qu'on précise aussi ce qu'on voudrait faire advenir, et que du coup, on est en capacité d'aller dans une direction totalement originale qui nous est propre. Et c'est intéressant de le voir non pas comme la chose qui va produire le résultat, mais comme ce partenaire en écriture avec qui on peut faire un ping-pong et qui te balance des trucs juste parce que c'est du brainstorm. Mais toi, tu dis non, c'est pas tout à fait ça que je veux. Voilà. Et je pense que voilà, il y a un travail itératif qui ne s'arrête pas avec la réponse de l'IA. La réponse de l'IA doit être juste une étape pour aller un peu plus loin. Tu veux dire que la réponse de l'IA, en fait, t'amène à toi-même plus loin. Voilà, en fait, interroger. Et pourquoi toi tu dis il que... est meilleur en question qu'en réponse. Voilà, c'est ça. Ouais. En question et en conversation. Mais même sur cet éloge là qu'on fait du super chemin de connaissances que peut nous donner l'IA, même moi j'ai un peu des doutes parce que, alors moi je suis un peu de la vieille école, mais j'ai l'impression, je me demande quand même si dans la vie les choses qui sont pas les plus importantes qu'on apprend sont pas les choses qu'on a mis du temps à apprendre, auxquelles on a eu difficilement accès ou qui nous sont arrivées par surprise.
Voilà. Moi, par exemple, je sais que quand j'étais étudiante, je détestais quand mon prof nous donnait genre la liste des chefs-d'œuvre à lire de la littérature italienne, par exemple, chose que peut faire ChatGPT. Moi, je sais que instantanément, j'avais pas envie de le lire et que si je lisais comme ça platement les 5 chefs-d'œuvre italiens pendant les vacances, ça ne produirait rien dans mon esprit. Et que dans le fond, moi, personnellement, les livres ou les films qui ont produit le plus d'effets dans mon esprit sont des films que j'ai découverts par hasard ou avec un détour compliqué ou que quelqu'un m'a montré par surprise. Et que quand même, les grands apprentissages dans la vie sont quand même vraiment tissés de hasard, de surprises, d'épreuves, de réels, et que c'est pas des listes comme ça qu'on vous débite. Alors, dans l'instant présent, c'est super quand on vous débite une liste parce que c'est chouette, on va réussir à faire le concours. Mais en profondeur, je suis pas sûre que ça nous construise artistiquement, intellectuellement, comme les vraies rencontres artistiques ou intellectuelles qu'on peut faire dans la vie réelle, où les choses sont toujours plus tarabiscotées, plus compliquées, etc. Voilà. Mais bon, moi, je suis un peu de la vieille école. Là-dessus, j'ai quand même un truc, je pense, il faut parler de nos âges. C'est-à-dire que l'irruption de l'IA à mon âge, à l'âge que j'ai aujourd'hui, dans mon utilisation, n'est pas un truc que je trouve... Je prends ça comme un ajout. Quand on a 20 ans, c'est vrai que là, il y a une telle facilité que ça peut être destructif. Enfin, voilà. Je pense que l'âge compte énormément. Ouais. Oui, tu as raison. Mais non, j'ai l'impression aussi, et là, pour reprendre un peu ce que tu dis, Axel, c'est vrai que quand on se dit, tiens, voilà, il a lu... Bon, déjà, alors qu'il a lu nos scénarios, il a lu les mêmes livres que nous, il a lu, je sais pas quoi, Hugo. Sauf que nous, voilà, quand on lisait Hugo, on était obligé d'acheter le bouquin. Déjà, ça, c'était un truc où quand on voyait un film, on était obligé de payer notre place. Donc, il a fait tout ça sans payer sa place, sans acheter le bouquin, voilà, juste un peu comme ces chalutiers qui raclent le fond de la mer et qui laissent plus rien à manger aux crevettes. Mais donc voilà, ça c'est une première chose. Et je ne sais pas du tout ce que je voulais dire après, mais qui était lié, qui avait un lien qui était assez intéressant d'ailleurs. Je crois que c'était aussi émouvant. C'était quelque chose qui vous aurait tous à la fois ému et intéressé. Malheureusement, ça m'échappe. Mais pardon? Voilà un accident qui ne se produira plus. C'est vrai que Chat, il n'aurait pas oublié. Dès que l'année prochaine, la conférence sera faite par l'IA et il n'y aura plus du tout ce genre d'accident. Je crois que tu rebondissais sur la remarque de Bertrand sur l'âge à laquelle ça nous oui, arrive. effectivement. Et que Sur toi, l'âge justement, tu avais lu Hugo dans le texte en achetant un bouquin. Voilà, exactement. On a lu tout ça. Merci beaucoup. On a lu tout ça jeune. Et effectivement, moi, c'était la raison qu'on s'interroge sur notre âge. Moi, j'ai l'âge où je me souviens quand Internet est arrivé et quand Google est arrivé. Et on se disait, plus personne va lire de bouquins. Il y avait un truc comme ça. Ça a été une vraie révolution. Google Maps, quand ça arrive, je dis ça pour les plus jeunes, mais on passe 8 jours à regarder tout. Les pyramides, le temple d'Angkor, le truc, tout ça. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a une fascination et puis qu'ensuite, c'est quelque chose qui s'intègre dans un deuxième temps plus normalement au travail qu'on fait, ou plus organiquement. Mais dans un deuxième temps, au début, il y a un truc qui est effectivement comme là, où on est un peu fasciné. Je me souviens, il y avait des clips qui étaient faits avec Google. Je me souviens d'un clip de je sais pas qui où il fallait rentrer. Où est-ce que l'adresse où vous avez grandi? Tu rentrais l'adresse et puis après, ça te faisait un Google Maps. Et pendant tout le clip, il y avait les oiseaux qui volaient au-dessus de la maison où tu avais grandi. Puis tu voyais la porte d'entrée. Enfin, c'était assez fascinant. Et voilà. Mais il y a des trucs qui sont comme ça fascinants. Et j'ai l'impression qu'ensuite, c'est des choses qui vont s'intégrer plus organiquement au travail. Et quand on en parlait, je sais, il y a un petit débat à la SRF là-dessus, à la Société des réalisateurs de films, sur l'utilisation. Et il y avait des gens ont proposé de faire, pourquoi on ne fait pas un label pour dire, voilà des films qui ont été faits sans IA. Mais c'est comme dire, on va faire un label avec des films sans Google. Enfin, voilà, maintenant, j'ai l'impression que tout va être un peu hybride, puisque de toute façon, on va interroger Chat comme un super Google, sur des informations que de toute façon, même si les choses ne sont pas générées par IA, de toute façon, elle fait partie du process maintenant. Alors peut-être que si la rencontre entre le cinéma et l'IA est aussi volcanique et aussi difficile, peut-être plus que dans d'autres arts,
c'est aussi parce que le cinéma a rapport fondamentalement avec le réel. Le cinéma, c'est filmer des acteurs et des actrices, donc des êtres humains, et c'est un temps de tournage. Voilà, c'est quelques semaines de tournage. Et le cinéma, c'est arriver à faire un film en quelques semaines dans un temps imparti avec des êtres humains. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment l'art le plus unique dans le rapport le plus viscéral et le plus tendu qu'il peut avoir pour le réel. En tout cas, dans la musique, c'est pas ça. La littérature, c'est pas ça. Donc c'est pour ça que l'arrivée de l'IA nous perturbe beaucoup. C'est que l'IA, c'est absolument pas le réel. Et que moi, profondément, j'ai beaucoup de mal à concevoir un film de cinéma où il n'y aurait pas une once de réel, c'est-à-dire où il y aurait, par exemple, que des acteurs et actrices de synthèse. Je vois bien ce que ça peut avoir de fascinant plastiquement, mais en termes de vérité cinématographique ou d'attachement à des personnages ou à des acteurs et des actrices, j'ai beaucoup de mal à croire que les acteurs et les de synthèse puissent vraiment produire quelque chose à long terme. Moi, par exemple, je sais que j'ai grandi en aimant voir les acteurs vieillir à l'écran. Voilà, moi, j'ai grandi avec Johnny Depp ou Vanessa Paradis ou Winona Ryder. Et je suis très touchée de voir qu'ils étaient jeunes quand on était jeunes et que maintenant, ils ont plus de 50 ans parce qu'on a tous plus de 50 ans et que l'attachement comme spectatrice que j'ai avec eux, c'est aussi parce que je les vois vieillir à l'écran. Voilà, et que le cinéma raconte aussi le fait que ce sont des êtres réels qui vieillissent, qui grossissent, qui maigrissent, etc. Et que cette espèce d'attachement lié au réel que moi, comme spectatrice, je peux avoir avec des acteurs et des actrices, avec des acteurs d'IA, je l'aurai jamais. Voilà, ça restera. Ça peut être passionnant, mais très abstrait, voilà, d'une certaine façon. C'est la fameuse phrase de Truffaut qui dit que tout film raconte l'histoire de son tournage. Du coup, un film en IA, on peut se demander qu'est-ce que ça raconte, puisque ça raconte plus l'histoire de son tournage. Ou peut-être, quand on voit le ciel est tombé sur la terre, ça raconte l'histoire de son tournage. Mais effectivement, il va falloir trouver du neuf. Là, non, mais c'est pour ça qu'on parle quand même un peu plus d'hybridation que de grand remplacement. Enfin, tu vois, c'est l'idée. Je ne crois pas du tout au grand remplacement. C'est pas possible. Peut-être à l'endroit de la publicité, des choses comme ça. Ils sont peut-être beaucoup plus menacés que le cinéma. Ça, je pense. Mais pas parce qu'en effet, à un moment, on a besoin d'acteurs qu'on identifie ou qu'on n'identifie pas, mais qui est l'intrusion comme un outil de l'IA à l'intérieur de ces récits qui questionnent le réel et qui font appel au réel. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, oui. Et on disait le cinéma c'est le réel, mais c'est pas forcément la captation du réel au sens où le cinéma d'animation, donc c'est la captation des dessins faits par des humains, mais c'est aussi les voix. Et je pense que moi je suis encore plus attaché aux voix de comédiens qu'à leur visage, à leur image. Je pense qu'un film entièrement fait par IA au sens d'images générées par IA, je le traiterais comme un film d'animation tant qu'il serait doublé par des humains. Parce que pour le coup, il y aurait quelque chose de l'imperfection dans ce film d'animation fait par IA, où je me dirais, ok, il y a une incarnation derrière le pixel. Et on se disait à midi que l'IA, c'est presque une technique impressionniste, puisqu'au début, il y a du bruit, et en fait, pixel par pixel, ça vient comme ça composer une image, donc presque de l'ordre de la peinture. Donc, il y a peut-être une voie comme ça en se disant il y a les films en captation réelle et puis il y a le film d'animation qui maintenant aurait une sous-catégorie qui serait le film fait par IA. Tous les cinéastes d'animation ne sont pas du tout d'accord avec je suis toi. d'accord. Miyazaki récemment a bien dit non, l'IA pour lui c'est pas du cinéma d'animation mais c'est tout à fait autre chose. Oui, mais non mais je parle pas au nom des cinéastes d'animation. Mais je me dis que comme il y a eu la 3D dans le cinéma d'animation qui peut-être déjà à l'époque faisait débat par rapport à l'animation sur celluloïd, il y aura peut-être demain des artistes de cinéma d'animation qui seront contents d'utiliser l'IA en partie ou en totalité. Mais moi, je fixe juste ma limite. Je dis juste que moi, personnellement, j'irai voir ces films tant qu'il y aura des voix humaines derrière pour les incarner. C'était ça mon propos. C'était pas de parler au nom des cinéastes d'animation. On va exactement. C'était exactement. Il lit. C'est Marco qui lit dans mon cerveau puisque j'allais passer aux questions du public. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Ah, il y a un micro. Vous n'avez pas de micro. Je vous en apporte un. Ah, vous regardez le vôtre. Je regarde le moi. Bonjour. Bonjour. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que l'IA manque un peu de capacité de créativité. Mais ça va venir. Je dis ça parce que je pense
si on arrive à implémenter les émotions humaines, et si on a un peu plus de capacité, on y arrivera. Et je dirais aujourd'hui, c'est entre 10 ans et 20 ans. Mais d'habitude, je suis plutôt pessimiste dans mes prédictions. Tout ce que j'ai vu à propos de la langage naturel et justement l'IA qu'on voit aujourd'hui, je pensais qu'ils arrivaient plus tard. Mais en fait, ils sont déjà là. Et j'ai bien peur que les émotions dans l'IA, ça va venir en moins de 10 ans. Ah oui. Et une fois que vous avez l'émotion humaine ressentie par l'IA, il va pouvoir créer. Maintenant, la question c'est, que va-t-on faire? Verra-t-on, comme hier, imposer entre l'IA contre l'IA B pour une question de copie de droit d'auteur? Et puis, deuxièmement, c'est qui le responsable? Est-ce que l'IA ou le propriétaire de l'IA, lequel va dire, mais non, c'est pas moi, c'est mon IA, lequel est peut-être dû au développeur de l'IA. C'est pas moi. Le développeur va dire, non, c'est pas moi, puisque je crée un outil, je ne suis pas responsable de ce qu'il fait ou qu'il utilise. On connaît ce genre d'argument. Maintenant... Mais je pense que même une IA surdéveloppée dans 5-10 ans, il y a quand même un truc qui va lui manquer profondément, oui. C'est qu'elle n'aura jamais peur de la mort. Et il y a quand même beaucoup d'émotions humaines qui viennent aussi de cette peur. Mais on peut lui mettre ça. Rien n'empêche de l'implémenter. On n'a pas peur pour elle. Ah, oui. Ça y est, on atteint maintenant la dimension philosophique de ce débat. On y est. Merci Bertrand. Oui, non, je disais, elle n'aura jamais peur de la mort, c'est ce qui définit l'homme. Effectivement, c'est le seul être qui a la conscience de sa propre mort. Par contre, nous, on aura peur pour elle. On a déjà peur pour elle. Il y a cette fameuse vidéo d'un robot qui a un exosquelette, enfin, qui a un squelette qui ressemble à un homme et qui est face à un autre homme, et on aime l'homme, on n'aime pas le robot. Et puis d'un seul coup, l'homme donne un grand coup de pied dans le robot, c'est sur YouTube, vous pouvez la regarder si vous ne la connaissez pas déjà. Et là, d'un seul coup, on est du côté du robot, on a peur pour lui. Et dans la guerre des étoiles, les deux personnages qu'on aime le plus, quasiment, c'est les deux robots. Donc ça n'a rien à voir. Là, on parle de personnages de robots pour lesquels on peut avoir un attachement. On ne parle pas de l'IA. Là, dans l'exemple que vous donnez, c'est pas. On n'a pas peur pour l'IA en général. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des êtres humains, c'est pas du réel. C'est non par rapport à ce que tu disais. On peut aimer, on peut tomber amoureux, comme Claude Lelouch de l'IA. On peut tomber amoureux de beaucoup de choses. On peut tomber amoureux de choses. On n'est pas. Je pense qu'on raconte tous notre histoire. Alors là, on est vraiment dans la philosophie. On raconte tous notre histoire dans laquelle on a grandi. On a grandi chez Truffaut, chez Godard, mais il y a peut-être une autre histoire du cinéma qui est en train de s'écrire, qu'on ne connaît pas. Absolument. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, les jeunes d'aujourd'hui vont pas plus tomber amoureux de l'IA que nous qui sommes vieux. C'est pas comme ça. Je pense que les choses vont se problématiser. Enfin. Ah oui, vous voulez réagir? Oui, en fait, vous êtes dans une perspective de prospective et de science-fiction, mais il faut savoir aussi que c'est un récit qui est beaucoup propagé par les pirates en chef, donc Sam Altman, puisqu'ils disent qu'ils veulent obtenir l'IAG, l'intelligence artificielle globale, qui serait capable de faire du texte, de l'image, mais de ressentir des émotions, de pondre une thèse en physique quantique, etc. Ils ont peur de la singularité, c'est-à-dire que ce moment où l'IAG serait tellement intelligente qu'elle dépasserait l'intelligence du plus intelligent des humains, mais c'est un récit aussi marketing. C'est-à-dire que du coup, grâce à ça, il a des financements privés. Grâce à ça, en fait, il a l'État de Trump qui le back-up, etc. Parce qu'il dit c'est une course à l'armement. C'est soit nous qui le faisons en premier, soit c'est les Chinois. Donc, ok, c'est une possibilité, mais il faut être quand même conscient qu'on se fait manipuler par ces techs, pas que par les services qu'elles donnent, payants ou gratuits, mais aussi par les narratifs qu'elles font exister sur la technologie. Voilà. Très bien. Est-ce qu'une autre question? Non. Ah, Gilles Guéraz.
Est-ce que vous pensez qu'on pourrait considérer l'IA comme une tech qu'on sera libre ou non d'utiliser, au même titre que les VFX? Il y a des films qui en utilisent beaucoup, d'autres pas du tout. Il y a des gens qui tournent encore des films en noir et blanc. Et est-ce qu'en fait, à un moment, il n'y aura pas ce truc de se dire, tiens, là, ce serait pertinent de l'utiliser, là, ça n'aurait pas de sens? Et est-ce que c'est pas vers ça qu'on va se diriger, en fait, au final, avec des gens qui seront à fond dedans, d'autres pas du tout, totalement réfractaires? Oui, je pense. Certains C'est juste, c'est l'idée du choix en fait. Mais je me souviens par exemple un truc qui avait été l'arrivée du numérique dans les prises de vue. Tout d'un coup, ils ont dit il n'y aura plus jamais de 35. Alors c'est vrai que le 35 est malmené, mais aussi pour des histoires financières, des histoires économiques. Mais tout d'un coup, moi, je voyais l'arrivée du numérique comme un choix de plus. On a envie d'avoir une image comme ça, c'est super. On a envie d'avoir une image comme ça, c'est super. Un créateur, un metteur en scène, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir plein de choix. Et puisque faire de la mise en scène, c'est avant tout faire des choix. Donc la possibilité d'utiliser l'IA ou pas, le numérique ou pas, les VFX ou pas, voilà, plus on a de possibles, plus c'est intéressant, moi je trouve. On n'a aucune obligation en revanche. Je voulais vous demander, l'apparition de la photo, ça a donné naissance à l'impressionnisme ou à l'art abstrait, parce qu'il n'y avait plus besoin de coller. Qu'est-ce que l'IA va donner naissance comme mouvement artistique, si vous deviez faire des hypothèses? Voilà une réponse. Je n'ai pas la réponse, je ne suis ni Cassandre ni Devin. Mais par contre, on a eu la réflexion en amont, dans la visio, on échangeait des idées et celle-ci en faisait partie. Et peut-être que ça peut donner envie à certains cinéastes, c'est du coup une question de choix, de moins chercher vers le réalisme en disant s'il y a une technologie qui le fait mieux que le cinéma, ça fait quel sens de créer des images réalistes et d'aller vers plus du formalisme, de l'abstrait, etc. Mais ça, c'est encore une fois une question de choix. Et en plus, le cinéma n'est pas qu'un art, c'est aussi une industrie. Donc ce choix doit être confronté au public, le public, la critique, le marché du film. C'est ce que disait Malraux. C'était un art, une industrie, mais surtout une industrie. Voilà, un petit peu. Et on en parlait aussi en amont. Moi, les quelques tests que j'ai pu faire, ils ont plutôt été exposés dans des centres d'art que au cinéma, quoi. Donc du coup, c'est aussi que la philosophie n'est pas du tout la même. Un artiste contemporain, il se dit ouais, c'est un nouveau matériau, comme il y a la pierre, voilà. Un cinéaste, il se dit c'est plus compliqué parce qu'il faut un producteur, un distributeur, etc. quoi. J'aimerais juste donner la parole à Simon, ça m'a interpellé hier pour rejoindre vos discussions. C'était ce que tu disais sur la naissance de quelque chose de nouveau. On n'allait pas tendre vers le réalisme? Non, c'était en réponse. En tant que jury, c'est vrai que au début, on se dit c'est des choses qui sont faites en IA, donc on va prendre le film qui est le plus réel, qui fait le plus réaliste. Et en vérité, l'exercice moi que j'ai fait, c'est de me dire tiens, quel film contient l'IA, et on se dit tiens, mais on sent qu'il est allé quand vous sortirez de la préfecture là, il y a on est dans une petite ruelle niçoise. Vous regarderez à droite, il y a la nature, et on dirait de l'IA. Tout à l'heure, je parlais à quelqu'un, je regardais, je me dis mais c'est de l'IA, c'est pas possible, c'est pas la réalité. Et en fait, donc je me dis l'IA, si c'est pour amener des choses, des visions qu'on n'a jamais vues, qui vont crier je suis de l'IA, moi ça m'intéresse vraiment, quoi. Et l'ours violet astronaute, c'est pour ça que le deuxième film a eu un prix. C'était impossible cette vision il y a quelques années. Merci. Ok. Bon merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci Thomas. Merci Axel. Merci Bertrand. Merci David. À bientôt pour de nouvelles aventures.